La France dans tous ses états, le face-à-face. Vous êtes avec Perico Léga sur Sud Radio et je reçois Antoine Isambard, co-auteur avec Pierre Gatineau des Espions du président. Alors de toutes les facettes que l'on connaît au président de la République, toutes ses énergies, toutes ses initiatives, ses grandes capacités intellectuelles, on en découvre une. Est-ce qu'il serait le James Bond de l'Élysée ? Et voilà. Est-ce que les couloirs de la présidence de la République peuvent quelquefois prendre des relents de Mission Impossible ? À la lecture de cet ouvrage, on peut considérer que oui. En tout cas, on découvre qu'il y a un énorme intérêt d'Emmanuel Macron pour la question de l'espionnage, pour les services secrets, que la France est dotée de différents organismes avec des sigles compliqués, on va pas toutes les citer, hein. Nous on a connu la DST, la DGSE, le SDEC autrefois, et il y en a plein d'autres avec des fonctions différentes, il les a amplifiés, il les a multipliés, et effectivement il y a une énergie, il y a une énergie du service secret à l'Élysée, et on voit que le président de la République, Emmanuel Macron, en a fait usage avec plus ou moins de succès, mais en tout cas c'est quelque chose qui pour lui est très important. Question préalable, Pierre Isambard, c'est la question qu'on pose rituellement quand on a ce genre de document. Je l'ai lu avec passion, on le dévore, c'est un délice. C'est prenant, c'est un feuilleton, hein. C'est comme si au lieu que ce soit un feuilleton télé, c'est un feuilleton écrit. Est-ce que, on est bien d'accord, aucune révélation violant le secret défense, ni aucun élément pouvant mettre les services secrets en difficulté dans ce livre. Vous avez été les noms qu'il fallait pas citer et vous avez révélé des choses que vous pouviez révéler, d'autres que je pense. Oui, disons qu'on a respecté la loi évidemment et parmi ces règles, le fait de pas citer de nom, l'identité d'un agent est quand même la première d'entre elles. Voilà. Après des opérations, on raconte des choses qui sont quand même secrètes et voilà, mais on n'a mis personne en tout cas en danger évidemment dans ce livre. Oui. Vous avez obtenu des informations. D'abord, vous êtes journaliste d'investigation sur un site connu pour ses capacités d'investigation. Donc il y a des renseignements que vous avez obtenus vous-même en creusant, hein, en fouillant. D'autres informations vous ont été transmises de façon absolument claire et nette de la part de vos informateurs. Est-ce qu'à un moment donné, on vous a fait comprendre, attention, terrain dangereux, terrain miné, n'allez pas là, ne dites pas ça, ou vous voyez, dans une conversation, vous pouvez dire ça, n'en parlez pas, vous voyez, restez en off. On a toujours des interlocuteurs, on va dire, prudents. Après, on n'a pas eu de pression particulière. Je dirais qu'avec Pierre Gatineau et moi-même, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on enquête sur le renseignement pour une bonne partie, en tout cas pour Pierre et moins pour moi, pour Intelligence Online. Et c'est vrai que voilà, du coup, on a pas mal de sources avec qui on peut avoir un climat de confiance et qui ont permis que ce livre se fasse. Voilà, encore une fois, nous, le postulat de départ, ça a été, en fait, on a eu, je dirais, il y a à peu près un an ou deux, on avait des remontées assez fortes de l'Élysée et des services de renseignement qui consistaient à dire qu'Emmanuel Macron avait une appétence extrêmement forte pour le renseignement, ce qui n'était pas évident, en fait, par rapport à ses prédécesseurs. On se souvient une des citations, enfin, une des phrases qu'on prête au général de Gaulle, qui est quand même l'incarnation du côté régalien pour un président, était de dire qu'il faisait la politique étrangère avec ses ambassadeurs et pas avec des services secrets incontrôlables. Donc il y avait eu des affaires à l'époque, l'affaire Ben Barka notamment. Mitterrand avait eu l'affaire du Rainbow Warrior qui avait aussi, en fait, je dirais durablement porté atteinte à l'image des services, qui étaient considérés comme barbouzards, comme des pieds nickelés. Et il y a vraiment eu une évolution, en fait, dans les années 2010, sous François Hollande, avec les attentats de 2015, où là, véritablement, vis-à-vis de l'opinion publique, c'est devenu légitime, en fait, d'avoir des services de renseignement pour nous protéger contre le djihadisme et contre des attentats. Et voilà. Et je dirais qu'aussi, il y a eu, à cette époque-là, le Bureau des légendes, qui a permis aussi de redorer l'image, de recruter beaucoup plus facilement des agents pour les services de renseignement, et notamment pour la DGSE. Et Macron, en fait, est arrivé à ce moment-là. Et lui, qui venait pas du tout, en fait, du monde régalien, c'est un banquier d'affaires, contre toute attente, a eu une appétence extrêmement forte pour les services de renseignement, a dopé leur budget, a voulu diriger un peu, beaucoup plus les opérations que pouvaient le faire ses prédécesseurs, qui voulaient plutôt, en fait, avoir une sorte de garde-fou ou quelqu'un, finalement, qui pouvait être responsable, mais pas directement le président. Et Emmanuel Macron, ça a été l'inverse. Il a vraiment dirigé, demandé aux espions des opérations d'entrave. Il s'est pris un peu, vous parliez de Mission Impossible ou de James Bond, on n'en est pas forcément là, mais il y avait quand même cette idée effectivement de diriger et d'être un peu un maître espion, et c'est ce qui nous a un petit peu bluffé, et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce livre. C'est un vrai pouvoir qui relève du chef de l'État. Il
Il décide seul, dans le secret. Il a quasiment pas de compte à rendre. Il est entouré de services et de gens compétents, bien entendu. Ça a toujours existé, hein. Le secret du roi, déjà sous Louis XIV, évidemment. L'espionnage au 19e et au 18e siècle n'était pas le même. Vous avez parlé du général de Gaulle. Il y avait la guerre d'Algérie, il y avait l'OAS, donc besoin de se protéger. Déjà, la guerre froide, l'espionnage et le contre-espionnage. Hein. La DST, c'était le contre-espionnage. Et puis ensuite, il y a la sécurité intérieure. Donc maintenant, c'est Direction Générale de la Sécurité Extérieure, DGSE, et DGSI du secret intérieur. L'Élysée contrôle les deux. Le président de la République a tout pouvoir dans l'organisation, aucun contrôle du Parlement. Le gouvernement lui-même, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Armées sont consultés ou pas. Est-ce que le président de la République peut, s'il le veut, prendre des décisions tout seul dans son bureau à l'Élysée, dans sa cellule secrète, sans rendre compte à personne? Non, il y a quand même ça évolue, il y a des garde-fous. Alors certes, le président nomme les patrons des services de renseignement, même si la DGSE, par exemple, est statutairement parlant rattachée au ministère des Armées. La DGSI est rattachée au ministère de l'Intérieur. Mais donc, il a ce pouvoir de nomination parce que, voilà, c'est des personnes qui vont être amenées à côtoyer les secrets les plus sensibles de la République. Il y a des petites frictions de susceptibilité, quelquefois. Le ministre, le directeur général peut dire « Moi, j'ai pas été prévenu » ou « J'ai été prévenu après ». Voilà, ça peut Bien sûr, d'autant que, en fait, le DGSE, même s'il est rattaché encore une fois au ministère de l'Intérieur, des Armées, en fait, il y a un lien direct avec le président et on va dire que le président est son interlocuteur privilégié. Après, il y a quand même des garde-fous. Il y a eu une loi, notamment la loi de 2015, qui en fait a un peu réglementé le comportement des services. Il y a une commission sous François Hollande, sous François Hollande. Il y a une délégation parlementaire au renseignement qui n'a pas des pouvoirs finalement très important, mais qui fait quand même chaque année un rapport sur les services. Il y a une commission de contrôle des techniques de renseignement, donc qui est plutôt chargée de donner un avis sur les demandes d'écoute. Et c'est Matignon, donc c'est le Premier ministre qui a lui aussi le pouvoir en fait d'autoriser ou non les écoutes. Donc voilà, en fait il y a différents organes qui se font front et donc c'est compliqué quand même pour si vous voulez un service qui ferait tout dans son coin sur ordre du président. Après évidemment que le président et par exemple Macron, en 2017, a voulu fortement renforcer l'espionnage économique et le renseignement économique. Il venait de Bercy, il avait vu les... C'est un banquier, donc il sait que l'importance d'avoir des secrets et des informations. Exactement, non, il avait vu l'impact des cyberattaques, notamment chinoises, de l'espionnage économique américain, de l'extraterritorialité des lois américaines. Il y avait eu le rachat d'Alstom par General Electric. Donc voilà, ça crée beaucoup de dégâts et il a voulu, donc il a demandé à la DGSE particulièrement en 2017 de se réarmer, donc de recruter plus de personnes. Et notamment en fait d'être en capacité de mieux accompagner les entreprises françaises à l'étranger, et donc ça passe par davantage d'écoute à l'étranger qui vont permettre à des gros groupes français de défense notamment de pouvoir concurrencer, enfin d'avoir des offres en fait, les offres des autres entreprises. Donc ce sont des informations qui peuvent peser, j'allais dire, sur les décisions du gouvernement, sur les orientations. Ça peut éviter des catastrophes, ça peut permettre, j'allais dire, de résoudre des problèmes. Donc c'est pas juste, c'est pas juste un circuit d'espionnage de protection. Il y a un impact politique, il y a un impact diplomatique. Déjà, le but premier du renseignement, c'est de donner aux décideurs politiques le plus haut degré d'information pour qu'ils prennent des décisions on va dire les plus judicieuses en toute connaissance de cause. Donc il y a une noblesse et voilà, et le fait d'éclairer un peu les décideurs. Et puis si on regarde uniquement sur la lutte antiterroriste, le travail de la DGSI a été depuis 2015 d'empêcher. Il y en a eu un certain nombre. Je crois qu'il y en a eu 5 attentats. Ça c'est vrai parce qu'on dit toujours oui, ils nous racontent ce qu'ils veulent. Quand on a empêché 15 attentats, 20 attentats cette année. Oui, c'est pas vérifiable, mais ça l'est en partie parce que quand même derrière, souvent les personnes sont mises en examen et donc il y a une suite judiciaire et donc c'est assez facilement constatable de voir c'est la personne, est-ce qu'elle a été interpellée, quels étaient ses motifs, est-ce qu'elle était liée à tel ou tel pays, est-ce que donc je dirais que là-dessus c'est et donc la priorité de Macron, on a parlé d'espionnage économique, mais la priorité numéro 1 quand il a été élu, même aujourd'hui, reste le contre-terrorisme, d'empêcher des attentats. Donc on peut dormir tranquille, nous avons ils sont toujours perfectibles et améliorables, nous avons de bons services secrets, il y a un bon système d'espionnage, un bon système de protection du territoire. Ça dépend sur quel pour la France, je parle, si par rapport à d'autres. Si on est sur la lutte antiterroriste, effectivement, et arriver un peu à avoir un maillage du territoire et à empêcher des attentats, on a eu des résultats qui sont assez indéniables.
Après, si on regarde plutôt le renseignement géopolitique et l'évaluation de la menace chinoise, russe, iranienne, on va y revenir. On a eu beaucoup de trous dans la raquette. On n'a pas vu, évidemment, les coups d'État successifs en Afrique et dans le Sahel. On a été en retard sur l'invasion russe de l'Ukraine. Donc, il y a eu quand même tout un tas de domaines qui ont été voilà, des erreurs et des échecs. Nous allons passer en revue avec vous, Pierre Isambard, les différents... Antoine, Pierre, c'est mon co-auteur, mais... Qu'est-ce que j'ai dit, Antoine? Oui, Pierre Gastineau et Antoine Isambard. On va passer avec vous, Antoine Isambard, en revue les différents sujets, parce qu'il y a eu plusieurs étapes. D'abord, on va parler des hommes. C'est important, le choix des hommes. Et puis les cas de figure où la France a eu plus ou moins de succès, où elle a été présente de façon tout à fait inattendue, parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, il faut de la réactivité, il faut de l'intuition, et que c'est quand même là où l'essentiel se joue. Vous restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio, vous nous appelez au 0826 300 300. Je suis avec Antoine Isambard, co-auteur avec Pierre Gastineau, Les espions du président, édité chez Albin Michel. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes avec Perico Légas qui reçoit Antoine Isambard, co-auteur avec Pierre Gastineau, Les espions du président chez Albin Michel. C'est un polar, c'est un polar vrai. Vous racontez, voilà, j'allais dire, la vie des services secrets à l'Élysée, à quel point le président de la République, Emmanuel Macron, s'implique, ça le passionne. On voit bien que c'est un sujet qui le touche et sur lequel il est beaucoup intervenu, il a beaucoup investi. Voilà, on découvre cet aspect de sa personnalité qui correspond peut-être d'ailleurs à ce qu'on peut attendre de lui, en personnage, voilà, un esprit curieux et vivace. Antoine Isambard, c'est une histoire d'homme quand même. Vous parlez au début, on va rentrer dans le contenu maintenant du livre. Il y a un personnage qui s'appelle Paul Solaire, qui est un capitaine de parachutiste, je crois. Il était inconnu des services secrets jusqu'à un certain moment, et Emmanuel Macron s'appuie sur lui pour mettre en place déjà un certain dispositif et de relations avec certains pays, avec un certain succès. Ce Paul Solaire obtient des résultats assez intéressants. Effectivement, c'est quelqu'un qui a eu une carrière dans les forces spéciales et qui a intégré l'Élysée en 2017, au départ un peu par la petite porte comme conseiller sur la Libye. Il est présenté par quelqu'un et Emmanuel Macron le repère, c'est ça? Exactement, c'est quelqu'un qui en fait, donc durant la campagne, a tenu un discours, on va dire, assez cash à Emmanuel Macron, et notamment sur l'Algérie, en lui disant, contrairement à ce que pouvaient dire beaucoup de diplomates, que l'Algérie était finalement un tigre de papier et n'était pas forcément si menaçante pour la France. Sujet d'actualité, je vous signale. Exactement. Et en fait, Emmanuel Macron a bien aimé ce discours un peu, d'ailleurs, ça transcende un peu tout le livre et tout son il aime bien le disruptif. Il aime bien qu'on sorte du cadre. Il aime moins les diplomates et le jargon diplomatique et il préfère les militaires et les espions. Donc c'est vrai que, et ça tombait, je dirais, pas mal dans une météo géopolitique assez compliquée. Voilà, où effectivement Macron a connu la crise Covid, a vu la Chine, s'est pris un peu le bec avec Erdogan, a eu la Russie, Gaza, donc voilà. Et donc Solaire en fait a été utilisé un peu comme le missile hominicide du président, un peu comme pouvait être un envoyé spécial, exactement, ce que pouvait être un De Gros-Souvre avec Mitterrand ou un Jacques Foccart avec. Donc il lui est rattaché personnellement, hein, c'est un contact direct. Rattaché à l'Élysée, et c'est lui qui a été envoyé pour parler dans le conflit russo-ukrainien. C'est lui qui était l'envoyé de la France et de l'Élysée en fait, pour essayer de trouver un point de convergence lors de différentes négociations. Là, on est bien d'accord, l'Élysée contourne la diplomatie régulière, les services de relations diplomatiques habituels. Il envoie directement son messager prendre la température d'une situation. Alors, sur certaines négociations, il a envoyé... Pas toutes, évidemment, mais voilà. Ouais, il a envoyé le DGSE Bernard Hémier, qui était un diplomate. Mais effectivement, sur les sujets, on va dire, les plus critiques et les plus sensibles, et c'est un peu d'ailleurs ce que fait Donald Trump aujourd'hui en envoyant Steve Witkoff, promoteur immobilier, qui est son ami et son gendre Jared Kushner. Voilà, dans les négociations assez... Witkoff, c'est l'espion officiel, carrément. Voilà, mais voilà, il y a l'idée d'avoir quelqu'un... C'est à découvert, c'est au grand jour. alors que Solaire, on n'en entendait pas parler, et on n'est pas au courant de ses voyages ni de ses agissements. Il y a eu des résultats. Paul Solaire, on peut dire qu'à son bilan, il y a quelques succès, quelques opérations qui ont abouti. Effectivement, sur les otages, et notamment les otages français qui pouvaient être sur le conflit israélo-palestinien, sur l'Iran, sur la Russie, c'était un peu plus compliqué, parce qu'en fait,
il a joué un rôle qui était important, mais en fait, c'était vraiment une négociation. On reviendra sur les Russes, c'est un univers très à part. Hein, voilà, très c'était une négociation en fait qui était vraiment entre Américains et Ukrainiens et Russes. Donc voilà, je dirais. Mais sur la tragédie de Gaza, Solaire aura joué un rôle pour. Oui, donc clairement, la France a eu une voix et Solaire a été efficace là-dedans. Ça veut dire, Antoine Isambard, que même si on a l'impression que les liens sont rompus, qu'on est dans le conflit ou la tension, les contacts continuent en permanence. En fait, c'est l'une des missions premières du renseignement, c'est que même avec des pays en fait où vous avez coupé les relations diplomatiques, ce qui était le cas par exemple en fait sous François Hollande avec la Syrie de Bachar al-Assad, oui. Où en fait il y avait plus de contacts diplomatiques, mais ça pouvait, les services de renseignement et la DGSE pouvaient entretenir encore des contacts avec le régime syrien, avec le Hezbollah. Mais alors avec la Russie on n'en est pas là. Hein. C'est que oui, sauf qu'on apprend que la Russie et l'Ukraine ont toujours continuent à se parler. Il y a toujours un lien peut-être détourné, mais enfin le contact n'est jamais rompu à 100%. On continue. Bien sûr, c'est ce qu'on raconte dans le bouquin où en fait même après la guerre en Ukraine, on avait le patron de la DGSE qui se rendait à Moscou, rencontrer les représentants des 3 services de renseignement russes, avec un jeu de dupes, parce que voilà, à un moment donné, il va voir le patron du SVR, qui est l'équivalent de la DGSE là-bas. Et c'était à un moment donné où voilà, la Russie taillait des croupières à la France en Afrique, et Bernard Hémy, en fait, vient lui reprocher le comportement de Wagner, la milice russe en Afrique. Et là, Naryshkin fait mine de s'étonner en disant non mais je ne connais pas Wagner, nous n'avons aucun lien avec Wagner. Donc c'est quand même un jeu de dupes aussi. Donc on peut être cynique même devant l'évidence. Et puis alors il y a les 3 mousquetaires, hein, alors chacun avec une mission particulière. Pierre de Bousquet de Florian, Laurent Nunez, qui est toujours le ministre de l'Intérieur, on apprend qu'il a eu d'abord une étape un petit peu dans les services secrets, et puis un personnage inconnu, Nicolas Lerner, que vous qualifiez de D'Artagnan. Pourquoi Nicolas Lerner, c'est le D'Artagnan des services secrets présidentiels? Disons que Lerner, c'est un peu, alors c'est le plus jeune, oui. C'est un camarade de promotion à l'ENA de Macron. Donc il y a une amitié personnelle déjà. Voilà, il y a une confiance et effectivement une proximité. C'est quelqu'un qui a été le directeur adjoint de cabinet de Christophe Castaner à l'intérieur, qui était en fait un peu le bras droit, qui était chargé de faire tourner la maison. Puisque Castaner était pas forcément considéré comme la personne qui tenait le plus la maison. Et après, il fait quoi Lerner? Il a été envoyé à la DGSI, donc il était vraiment là en charge d'éviter d'abord qu'il y ait des attentats commis en France, et il a plutôt l'ancienne DST, pour resituer, voilà. L'ex-DST exactement, qui a fusionné avec les RG en fait en 2008 sous Sarkozy. Et donc lui, la mission première est d'éviter qu'il y ait des attentats. Et en fait, à partir de 22, en fait, on a un peu une sorte de basculement des priorités où l'antiterrorisme reste encore évidemment la priorité, mais on a le renseignement géopolitique et le fait en fait de s'intéresser mieux à la Russie redevient une priorité qui était un domaine que connaissait, vous parliez de la DST, c'était l'ADN de la DST à l'époque, en pleine guerre froide. Le service devait en fait surveiller les espions soviétiques évolués en France. Donc on revient un peu à une sorte d'histoire et d'ADN du service. Qui n'a pas été sans mal, parce qu'en fait on avait un peu désarmé à la DGSI ou à la DGSE un peu le suivi de la menace russe, et donc là on doit assez rapidement, on raconte des scènes en fait où notamment, alors c'était pas forcément à la DGSI mais à la DGSE, où en fait quand il y a l'invasion on doit rappeler en urgence des espions qui sont spécialistes de la Russie qui étaient en congé. Vous l'expliquez bien, on tombe un peu des nues parce qu'on est quasiment convaincu qu'il n'y aura pas d'attaque, en tout cas à ce moment-là, et tout va très vite. Ça a été la grande faille pour nous quand même du renseignement. C'est un choc. Et puis en fait on l'a pas vu venir, c'est-à-dire que les Américains dès l'automne 21 commençaient à diffuser dans la presse des éléments classifiés montrant que les Russes étaient en train de se rapprocher des frontières ukrainiennes, qu'ils allaient y aller. Et il y a un satellite français qui repère les mouvements de troupes déjà fin février, quand on est prévenu en France qu'il se passe quelque chose. C'est vrai qu'on avait le renseignement technique, mais je dirais qu'il y avait côté français, il y a toujours une méfiance en fait vis-à-vis des États-Unis. On veut pas apparaître comme étant plus faible. On veut aussi ménager. Alors voilà, beaucoup citent De Gaulle qui, d'ailleurs à tort, parce que De Gaulle a jamais considéré qu'il fallait finalement tempérer. Voilà, il était assez vigilant et méfiant vis-à-vis de la Russie, de l'URSS. Je vous signale que le deuxième bureau en 1940 avait signalé au général Gamelin et au président du Conseil Édouard Herriot qu'il y avait un amassement de troupes sur les Ardennes allemandes, et que malgré des faits évidents, on n'a pas tenu compte. Donc les gouvernements ne suivent pas toujours forcément les informations d'un service secret.
Et comme on l'a vu aussi avec le 7 octobre, où en fait le Mossad et le Shin Bet israélien avaient toutes les informations, mais en fait ne l'ont pas vu et n'ont pas tenu compte. Voilà. Et je dirais que c'est vrai que sur la Russie, en fait, on avait une sorte d'auto-intoxication de l'appareil politico-sécuritaire, diplomatique, qui voulait pas, en fait, qui était encore persuadé, qui l'est encore aujourd'hui. Quand vous parlez aujourd'hui à des gens qui étaient en responsabilité à l'époque, il y a une sorte de déni, en fait, de voir que, en fait, Poutine était capable d'y aller. Et donc, on vous dit souvent, oui, mais ce n'était pas rationnel. Donc, on était dans notre bon droit. C'est ce qu'on entend sur les plateaux télé, même d'observateurs, de commentateurs, de journalistes spécialisés. On avait de bonnes raisons de ne pas y croire. Voilà, parce qu'il y a une vraie faille, parce que le renseignement, encore une fois, ne doit pas être politisé, ne doit pas doit être le plus objectif possible. Et donc, voilà. Après, le président de la République fait ce qu'il veut de cette information. S'il veut laisser courir parce que ça l'intéresse, hein, on a toujours soupçonné Roosevelt d'être plus ou moins au courant de Pearl Harbor, mais il avait besoin d'entrer dans la guerre. Ça, c'est un autre niveau. Il y a Laurent Nunez aussi, qui est aujourd'hui ministre de l'Intérieur. Il joue un rôle important à l'époque. Alors, Nunez, effectivement, il est envoyé à la DGSI dès 2017. Avec la mission claire et nette de Macron de remettre en ordre en fait la DGSI et notamment en fait de la faire rentrer un peu dans la modernité, de recruter davantage la sécurité intérieure, hein, je rappelle pour nos auditeurs. Sécurité intérieure, donc de recruter davantage de linguistes, de cryptographes, d'analystes spécialisés dans différents pays. Et c'est des gens qui sont des contractuels, qui sont souvent des civils. Des civils, en tout cas des contractuels. Ça va lui servir tout ça aujourd'hui au ministère de l'Intérieur, bien sûr. C'est une expérience enrichissante pour sa mission de ministre de l'Intérieur. Oui, c'est quelqu'un qui connaît. Après, il a été aussi conseiller à l'Élysée renseignement d'Emmanuel Macron, donc il connaît. Il était là lors de l'invasion de l'Ukraine, donc il connaît pertinemment la menace et Chirac. Voilà, il est informé mais même Bruno Retailleau en fait il a admis récemment, il participait à un forum à l'étranger, il a dit en fait c'est vrai que mon mandat place Beauvau au ministère de l'Intérieur et notamment les remontées en fait des services de renseignement m'ont fait comprendre que voilà, la Russie était menaçante et que c'était pas une vue de l'esprit. Vous restez avec nous sommes avec Antoine Isambard, co-auteur des Espions du président. On va progressivement de révélation en révélation, c'est un suspense, hein, cet échange. Vous nous appelez au 0826 300 300 et si vous avez des questions que transmettra Emmanuel Galasso, Antoine Isambard. Le sapin de Noël Sud Radio. Nous vous rappelons qu'un cadeau est à gagner en ce moment dans la France, dans tous ses états. Perico. Oui, une fabrique à histoire l'Uni pour vos enfants. Ça leur permet, aux enfants de choisir tous les éléments de leur histoire, d'écouter leur création. C'est vraiment un outil formidable. Ils vont être ravis. Appelez-nous, qu'on ait un gagnant ou une gagnante, un SMS. Appelez-nous, enfin envoyez un SMS au 7 20 18 en tapant sapin. Vous savez, comme l'arbre avec des guirlandes. Sapin au 7 20 18 et vous remplacez la fabrique à histoire l'Uni pour vos enfants. Ils vont absolument se régaler. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes avec Perico Légas sur Sud Radio qui reçoit Antoine Isambard, co-auteur avec Pierre Gastineau des Espions du président, édité chez Albin Michel. Un livre pour Noël, hein, ça c'est, là je peux vous dire que c'est d'espionnage, c'est des services secrets, mais je peux vous dire que c'est prenant et c'est un très beau cadeau de Noël. Antoine Isambard, on était en train de faire le tour là des personnalités, des hommes du président, si on peut les appeler ainsi. On a parlé de Nicolas Lerner, de Laurent Nunez, et puis il y a, alors avec des particules, Pierre de Bousquet-de-Florian. Qui est-ce Pierre de Bousquet-de-Florian? Pierre de Bousquet-de-Florian, c'est quelqu'un qui a été patron de la DST, donc l'ancêtre de la sécurité intérieure, de la DGSI, qui était un Chiracien que en fait Emmanuel Macron rappelle dès son élection pour en fait être le patron de la cellule renseignement à l'Élysée, la coordination nationale au renseignement. Qui va en fait passer d'une demi-douzaine de personnes à 30 personnes en quelques semaines. Et voilà. Et donc la priorité de Pierre Bousquet-de-Florian que lui assigne Macron est en fait de faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre de chapelle entre les différents services. Coordonner un petit peu les choses. Voilà, il y en avait eu par le passé, il y avait eu des frictions, et donc l'idée, voilà, est de jouer collectif et en fait d'éviter, notamment par exemple, que la non-transmission d'un renseignement permette éventuellement qu'il y ait un attentat, qu'il y ait une opération d'espionnage contre la France. Donc ça, c'était vraiment sa priorité numéro 1. Ce chapitre s'appelle Les Trois Mousquetaires, mais je vous rappelle, Pierre Isambard, que les Trois Mousquetaires étaient 4, et il y a un personnage que vous avez cité tout à l'heure, qui est Bernard Hémier. Et il revient souvent dans le livre. Quelqu'un d'important. Pourtant, vous ne le mettez pas dans les mousquetaires. Mais
Il est quand même le patron de... Il revient souvent parce qu'en fait, il a été le patron de la DGSE de 2017 à janvier 2024. Ça a été le deuxième patron de la DGSE qui est resté le plus longtemps en poste. Qui était le SDEC autrefois, on est d'accord. Hein, qui était le SDEC, voilà. Les Rainbow Warriors, c'est le SDEC qui est impliqué. Alors ça venait de changer de nom. Ça s'appelait DGSE à l'époque. Ça s'appelait DGSE, voilà. Ça a changé. Et donc Bernard Rémier, il participe aussi à cette vie de et Bernard Rémier, donc voilà, c'est un diplomate qui est spécialiste du monde arabe, qui est également dans les réseaux chiraciens, et il a été utilisé dans pas mal il voyage. Il voyage beaucoup, et donc notamment en Russie. C'est lui qui a été envoyé pour parler aux services russes, pour également avec le Hezbollah. En fait, on avait moins de rapports, en fait, voire quasiment pas avec le Hezbollah. Et en fait, Macron, lui, décide de même lui-même, pour la première fois, il a serré la main à un représentant du Hezbollah en 2020 à Beyrouth, et il missionne Bernard Rémier en fait pour reparler à la milice, et on raconte notamment l'anecdote que en fait 2 mois après le 7 octobre, Bernard Rémier, qui connaissait Hassan Nasrallah, le patron du Hezbollah, se rend à Beyrouth et va le rencontrer dans des conditions un peu rocambolesques, avec il se rend dans une voiture qui ne lui appartient pas, avec des vitres teintées, on lui met un bandeau sous les yeux, on l'emmène à différents endroits, il change de voiture dans des parkings, et il se rend en fait dans un immeuble, il ne voit toujours rien, et en fait le Hezbollah va emprunter différents étages pour qu'il ne puisse même pas repérer en fait l'étage de l'entretien avec Nasrallah. Et voilà. Donc il y avait l'idée en fait de réussir à parler au Hezbollah pour connaître un peu les desseins du parti chiite. Et voilà, donc Rémier, ça a été vraiment un diplomate espion. Et ça aboutira à quelque chose finalement, cette entrevue? Disons que la France a été... Elle renoue le contact en tout cas. Voilà, a été l'un des pays qui avait un contact avec le Hezbollah, que n'avaient pas les Britanniques, Israël évidemment, donc c'était quelque chose dont pouvait se prévaloir la France. Donc voilà, après ce qui lui a finalement coûté son poste, ça a été les successions de coups d'État au Sahel, qui n'ont pas été vus par la DGSE, et en fait il y a eu un agacement présidentiel croissant et qui lui ont finalement coûté son poste. Échec de la France en Afrique avec l'affaire Wagner et les différents... Antoine Isambard, nous avons Didier, auditeur de Sud Radio, qui nous appelle de Romainville. Bonjour Didier. Bonjour Périgaud, bonjour Maud, et bonjour à votre invité. Est-ce que les questions d'espionnage vous intéressent, vous intriguent? Alors un petit peu, parce que moi j'habite Romainville dans le 93, pas très loin de la porte de Bagnolet. Et oui, je vous vois venir. Et dessus, il y a 2 forts, le fort de Noisy et le fort de Romainville. Et nous, ça nous intrigue les habitants, parce qu'on sait très bien qu'il y a la DGSI, et on aimerait savoir, si c'est pas secret défense, quel est leur but et leur métier. Donc la DGSI, on disait, c'est l'ancienne DST, le service intérieur. D'ailleurs, pour compléter votre question, Didier, le président de la République est soucieux de 2 terrains, l'écoterrorisme et l'ultra-gauche. Là, c'est le rôle du service secret intérieur, l'écoterrorisme et l'ultra-gauche. Alors oui, mais c'est pas la DGSI ni les 2 forts que vous venez d'évoquer. En fait, on a un autre service qui s'appelle... Alors, sur les 2 forts qu'on a évoqués, pour que Didier soit content, qu'est-ce qui se passe dans l'un, qu'est-ce qui se passe dans l'autre? Romainville. On a des représentants, notamment à Noisy, de la DGSE, oui, qui sont... voilà, vous y êtes allé ou on rentre pas, ou vous avez pu y aller? Non, parce que nous, quand on se rend à la DGSE, ce qui n'arrive pas tous les matins non plus, mais ça me rassure. Quand on y va, c'est boulevard Mortier. D'accord. C'est ce qu'on appelait la piscine autrefois, exactement, qui s'appelle maintenant la boîte, c'est ça, le surnom? Non, oui, comme c'est juste à côté d'une piscine, on le surnomme même encore aujourd'hui la piscine. En interne, les agents l'appellent la boîte. La boîte. C'est souvent le... Voilà. Et le fort de Romainville, c'est, par contre... Et le fort de Romainville, alors moi, j'y suis jamais allé non plus, mais là, c'est plutôt le renseignement intérieur, a priori. Mais c'est pas encore une fois, le siège de la DGSI est lui à Levallois-Perret et va être à Saint-Ouen normalement en 2028-2029. Et le siège de la DGSE, qui va rassembler du coup différentes emprises dont Noisy, va arriver à Vincennes à horizon 2030, où là on va avoir, c'est un projet à un peu plus de 2 milliards d'euros, donc c'est un énorme projet. Et on va rassembler en fait quasiment toutes les équipes de la DGSE sur un format qui va être semblable à ce que peuvent avoir des services étrangers
Donc ça a été l'un des grands chantiers de Macron. On a souvent en fait voulu déplacer le siège de la DGSE donc à boulevard Mortier, sauf qu'en fait il y a eu différents. Aucun président a voulu le faire. En fait, il y a plein de sites parce que quand on voit le nombre de cycles et d'organismes de renseignement, il y a plein de. Voilà, il y a aussi le fort de Vanves qui est lui le siège de la DRSD, donc de la contre-ingérence militaire. C'est un autre service de renseignement. Bien sûr. Vous en avez plusieurs. Et donc pour l'anecdote, en fait, à un moment donné, il avait été étudié le déménagement de la DGSE, enfin du siège de la DGSE boulevard Mortier, et ça a été empêché parce qu'on avait trouvé une espèce de crapaud qui était une espèce de crapaud rare. Et donc, on n'a pas pu faire ce déménagement pour sauvegarder une espèce qui était en voie de disparition. Donc, parfois, il n'y a pas que des contraintes financières qui empêchent le déménagement d'un siège. Je compte pas loin dans les abréviations et sigles. Je compte pas loin d'une trentaine peut-être d'organismes différents. On va évidemment pas tous les citer, mais c'est très impressionnant. Enfin, en tout cas, on est bien gardé. Que Didier sache que là où il est dans un site où les services secrets sont efficaces et il est au cœur de l'actualité. Antoine Isambard, je vous disais, écoterrorisme, ultra-gauche. Ça, ce sont des dossiers intérieurs au service secret. Oui, alors ça, c'est le renseignement territorial, qui est donc un autre service de renseignement. C'est la Direction nationale du renseignement territorial, qui comprend environ 3000 agents et qui, elle, est une de leurs missions, en fait, d'étudier, de scruter les premiers actes. La DNRT. La DNRT, exactement. Ex-SCRT. Exactement, Voilà. c'est les premiers actes de radicalisation. C'est un peu on dirait que la DGSI fait plutôt le haut du spectre et la DNRT fait plutôt le bas du spectre. Donc les premiers actes de radicalisation, ça peut être effectivement au niveau religieux, ça peut être par rapport à l'ultra-gauche, à l'ultra-droite, à l'écoterrorisme. Je mets beaucoup de guillemets. Alors l'écoterrorisme, c'est un renseignement politique, on est d'accord. C'est pour nous l'une des principales failles et on va dire dérive inquiétante quand même du double quinquennat. C'est qu'en fait on a considéré que des mouvements certes écologistes radicaux étaient assimilés à des terroristes, sauf qu'il n'y a pas eu en France. Oui, alors écoterrorisme, c'est écologique terrorisme. C'est pas l'économie, c'est pas des économistes qui font des terroristes, c'est des parce que éco peut avoir une double sens. Que je précise ça pour les auditeurs. Exactement, c'est apparu en fait juste après Sainte-Soline, voilà. Par Gérald Darmanin, qui a voulu en fait créer ce concept-là, alors qu'il n'y avait pas de fondement juridique. Et qui a assigné comme mission au service de renseignement, à la DGSI et à la DNRT, le fait de documenter cette menace et parfois à charge. Donc il y avait vraiment une volonté. Soulèvement de la Terre est dans cette ambiance-là ou non? Oui. En tout cas, oui, c'était une des associations qui était la plus ciblée, avec l'objectif du cabinet de Darmanin de la dissoudre. Ce qu'ils ont fait, mais ce qui a été retoqué par le Conseil d'État, donc ça n'a pas marché. Et en fait, nous on a eu des remontées Emmanuel Macron envisage de les rencontrer au salon d'agriculture et ça provoque cette émeute d'agriculteurs au moment du salon. Alors c'est une méprise, paraît-il, de la part de. Enfin, c'est une réalité. Oui, non, c'était l'ennemi public numéro 1 en fait, des agriculteurs, de tout un tas de. Et en fait, et je pense que nous, on a eu des témoignages de hauts fonctionnaires et de gens du renseignement qui, à cette époque-là, ont vraiment vécu un dévoiement de leur mission. Et on leur demandait de documenter et de politiser le renseignement, qui est un écueil classique dans le renseignement. Et à l'ultra-gauche aussi, et là c'est Gérald Darmanin qui s'implique dans le renseignement sur l'ultra-gauche. L'ultra-gauche en tant que telle, comme l'ultra-droite en fait, je dirais sont une menace qui est davantage documentée que l'écoterrorisme. Mais encore une fois, il y a eu une volonté, et on raconte notamment le cas d'une note qu'avait fait le renseignement territorial sur l'ultra-gauche, oui. Au moment de la mort de Naël, en fait, qui impute à l'ultra-gauche une manifestation en hommage à Naël, et qui a été en fait taillée en pièces par les autres services qui ont dit à la DNRT, là vous êtes en train de faire n'importe quoi, c'est pas du tout l'ultra-gauche qui est derrière ça, et donc qui ont suspecté qu'il y a une instrumentalisation du renseignement territorial par le cabinet Darmanin pour en faire une menace politicienne. Oui, là il y avait une volonté de détournement politique d'un fait divers tragique d'ailleurs, et qui a engendré, comme on sait, toutes les émeutes de
de juin 2023. Vous restez avec nous, nous sommes avec Antoine Isambard et nous décryptons page après page, chapitre après chapitre, les éléments de ce président passionné d'espionnage, les espions du président. Le livre s'appelle, c'est le titre du livre, chez Albin Michel. Vous restez avec nous et on se retrouve dans quelques instants. Vous nous appelez au 0826 300 300. Antoine Isambard sera tout à fait heureux de répondre à vos questions si vous avez de l'intérêt pour les services secrets ou pour l'espionnage. Et la France n'est pas en reste. À tout de suite. La France dans tous ses états. Vous êtes sur Sud Radio avec Perico Légas qui reçoit Antoine Isambard, co-auteur avec Pierre Gastineau des Espions du Président, édité chez Albin Michel. Je vous redis que c'est un très beau cadeau de Noël. Je regarde le prix, 18,90 €. Il y a plus cher que ça, c'est moins cher que des bijoux ou qu'une voiture. Et les gens à qui vous l'offrirez se régaleront. Ils vont passer une fin d'année, je vais dire, succulente en termes de tension, de suspense, parce qu'il se passe plein de choses. Antoine Isambard. Espionnage économique, bien sûr, plus que jamais. Là aussi, on l'a dit que le président de la République est un ancien banquier. Il y a une salle blanche de Bercy. Qu'est-ce qui se passe dans cette salle blanche de Bercy? Alors c'est une salle en fait qui avait été un abri anti-atomique qui avait été construite durant la guerre froide pour accueillir le ministre de l'économie et ses collaborateurs en cas d'attaque nucléaire ou chimique visant la France. Donc c'est encore une salle qui est vraiment dans les souterrains de Bercy, où il y a une chambre pour dormir, où il y a des stocks de vivres également. Et ce qui intéresse, on va dire, le renseignement, c'est qu'il y a une salle blanche, c'est-à-dire que c'est comme une cage de Faraday. D'accord. Donc vous pouvez vous y rendre avec votre téléphone portable. Si un pays ennemi veut vous espionner, il n'y arrivera pas. Il y a un QG à l'Élysée, où le président de la République tient ses conseils de défense et où il se réfugierait s'il y avait une attaque nucléaire, 70 mètres sous-sol. Le PC Jupiter. Le PC Jupiter, d'ailleurs, on ne sait pas, c'est pour ça, d'ailleurs, ici, il a dit qu'il était jupitérien, parce qu'il va souvent dans le... Mais aussi, il y a une petite cellule à Bercy. Et donc ça, en fait, il a eu une appétence quand il était ministre de l'économie. D'accord, c'est vrai qu'on a oublié cet épisode. Entre 2014 et 2016, et contrairement, en fait, encore une fois, à ses prédécesseurs, c'est vrai qu'il a voulu tenir des réunions là-dedans, pour une raison assez simple, c'est que je pense qu'il y avait une question des régaliens qui pouvaient... il n'est pas parano, je pense pas, non, mais on est toujours un peu, quelque part, à cette fonction. Il est assez vigilant, en fait, par rapport à François Hollande. Il y avait des conseils de défense à l'Élysée qui se tenaient sous Hollande dans une salle, le Salon Vert, qui est une salle au premier étage qui n'est pas sécurisée. Et en fait, Macron, quand il a été élu et conseillé par certains maîtres espions, certains mousquetaires, en fait, et aller directement dans le PC Jupiter pour ne pas, en fait, être l'objet d'espionnage. Vous vous souvenez de l'anecdote de nos deux confrères qui ont écrit ce qu'un président ne devrait pas dire, et ils témoignent que devant eux, alors qu'ils se proposent eux-mêmes de sortir, le président de la République, François Hollande, commandite une opération de service secret, je ne vais pas la rappeler, enfin voilà. Oui, sous leurs yeux, ils sont estomaqués de la désinvolture avec laquelle François Hollande commande cette opération. Exactement, et cette légèreté avait choqué Emmanuel Macron, et il s'est un peu inscrit en contre-modèle de François Hollande quand il a été à l'Élysée. En voulant garder effectivement secret un certain nombre de documents et en ne voulant pas les révéler. Ouais. Ça fait peut-être partie des éléments qui ont contribué au fait que François Hollande ne se représente pas. Alors, on va pas rentrer, on va dénigrer personne. Il y a quand même une sénatrice française qui a un contact avec un dissident iranien, et de fil en aiguille, ce pauvre dissident iranien est conduit à aller en Irak où il est appelé. Les services iraniens le capturent en Irak. Il est amené en Iran, il est jugé et il est pendu. Alors là, la sénatrice, vous ne la citez pas, on la nommera pas. Elle, c'était pas forcément dans cette affaire-là, parce qu'elle a été en relation avec des gens liés au renseignement iranien, donc ça a attiré l'œil de la DGSI. Et c'est un peu l'un des travaux de la DGSI, c'est de scanner l'environnement des élus, des hauts fonctionnaires, des personnes importantes, pour faire en sorte qu'elle n'ait pas de levier, qu'elle ne soit pas retournée par des pays étrangers. Donc elle était entrée un peu dans cette surveillance-là. Et ce qui s'est passé avec le dissident iranien qui vivait en France, et qui malheureusement... Donc il va en Irak, en fait il se fait piéger. Ça a été une opération, en fait, du renseignement iranien qui a réussi à l'attirer en Irak. Et de l'Irak, en fait, ils l'ont ramené en Iran, et là il a été exécuté. Donc c'est une opération qui a profondément choqué le
le renseignement français et qui a montré que l'Iran était un des pays qui était très actif, et notamment ils n'ont pas pu l'empêcher. Ils n'ont pas pu l'empêcher. On l'a vu aussi pendant les Jeux Olympiques que le renseignement iranien était assez actif, notamment pour cibler les intérêts israéliens. Et c'est vrai que nous, les services nous l'ont dit, ils s'attendaient peut-être plus à ce que la Russie soit active à ce moment-là. C'était plutôt l'Iran qu'il fallait surveiller. Et puis alors il y a la Chine, Antoine Isambard, qui est dans la mire élyséenne, et à tel point que l'ancien Premier ministre, dont on sait qu'il est le président de l'Union franco-chinoise, Monsieur Raffarin, on le met en garde en disant, on lui dit quoi? Faites attention à ce que vous dites ou à ce que vous... Mais disons que Jean-Pierre Raffarin, ça fait une vingtaine d'années que voilà, on voit bien qu'il a des intérêts... Il s'en cache pas, hein, il a une sympathie pour la Chine, une admiration même. Il est sinophile, il a des intérêts avec la Chine, sauf qu'en fait, jusqu'à 2020... personne n'avait véritablement mis en garde. Et donc là, en fait, il y a en 2020, les services de renseignement accordent une attention plus forte à la Chine. Et dans le cadre de cette surveillance, ils vont remarquer que des personnalités, enfin des personnes liées au renseignement chinois sont en contact avec Jean-Pierre Raffarin. Et donc le coordonnateur renseignement, Pierre de Bousquet de Florian, dont on parlait tout à l'heure, va lui passer 2 coups de fil en lui disant que c'est quand même pas terrible pour un ancien Premier ministre d'être en contact avec des gens liés au renseignement chinois. Donc voilà, donc ça montre aussi qu'il y a eu une mise en garde. Après, Raffarin s'en doutait pas du tout, Jean-Pierre Raffarin, que c'était, ou peut-être... Bon. Lui, disons que... Il savait ce qu'il faisait. Encore une fois, même s'il a été mis en garde, ça ne l'a pas empêché de continuer, de rester le représentant en fait de la France pour la Chine, et Emmanuel Macron l'a pas débranché. Alors il y a un conseiller élyséen qui est en couple avec une ressortissante chinoise. Là aussi, ça intrigue, ça alerte les services secrets de l'Élysée. Encore une fois, c'est vrai que toute personne qui peut avoir un lien avec la Chine, avec la Russie, avec des pays autoritaires, en fait, c'est considéré comme un levier et un moyen de pression, puisque un service chinois, par exemple, c'est une spécialité, va pouvoir, pour obtenir du renseignement, faire pression sur la personne chinoise. Et si elle ne veut pas rendre service, on va lui dire on va s'en prendre à ta famille qui est restée en Chine. Et donc voilà, c'est un levier qui est assez puissant. Toujours un moyen de pression. Bon, alors moi c'est les journalistes qui vous posent la question, et je suis bien placé pour savoir qu'il y a des fuites quelquefois qui nous arrivent. Elles sont volontaires, involontaires. Non, en tout cas, on n'a pas eu de fuite. Il y en a une qui a engendré une colère, en tout cas, avec la DGSI. Oui, ça. Oui, non. Enfin, en tout cas, voilà, nous pour notre enquête avec Pierre, on n'a pas eu de fuite, on va dire organisée des services. Bon, tout a été obtenu normalement, proprement et légalement. Oui, alors à la régulière, c'est toujours compliqué dans le monde du renseignement, mais en tout cas, voilà, on n'a pas été. Vous ne finirez pas à la santé ou au bagne à Cayenne, c'est pas prévu comme ça. Espérons que non. Enfin voilà, on reste en France, mais en tout cas, on voit effectivement que, et ça va au-delà de la France, il y a de plus en plus de campagnes de déclassification de documents. On a parlé des États-Unis avec la guerre en Ukraine qui avait fait fuiter du renseignement. Les services français le font de temps en temps. Il y avait eu, je me rappelle en 2018, une note DGSI, DGSE qui était parue dans le Figaro pour mettre en garde en fait les Français contre l'espionnage économique chinois, et notamment via LinkedIn. Bien sûr. Via le réseau social LinkedIn. Donc voilà, donc parfois c'est utilisé aussi par pédagogie et pour que les Français prennent conscience. Bilan substantiel, pour une fois on dit bien du président de la République, effectif de la coordination nationale du renseignement à l'Élysée multiplié par 6, institutionnalisation du Conseil de défense, augmentation des budgets et des effectifs. Sur ce plan-là, le président de la République a fait du bon boulot. Et vous citez l'anecdote, il y a quelqu'un qui s'appelle Bernard Barjolet, qui était sous Hollande, qui lui fait un compliment en disant vous êtes homme de... Voilà, vous avez de quoi faire, et il lui répond juste par un sourire. Il ne se mouille pas, mais on comprend qu'il a une fibre spéciale pour les services secrets. Merci Antoine Isambard d'être venu. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les espions du président, coécrit avec Pierre Gastineau, Alban Michel, et je le recommande pour 18,90 € en cadeau de Noël. Vous allez finir une fin d'année truculente. Merci. Le sapin de Noël Sud Radio. Et on termine avec une bonne nouvelle pour Magali qui est en ligne avec nous. Bonjour Magali. Oui, bonjour. Alors Magali, félicitations. Vous avez gagné le jeu pour les enfants où ils peuvent faire leur propre histoire. La fabrique à histoire l'Uni. Hein. Vous avez de quoi l'offrir. Hein. Vous avez des gens à qui l'offrir. Oui,
j'ai des enfants. Bon, bah vous voilà. verrez, ils vont Bah, se ils sont régaler et ils vont devenir. Ils étaient déjà très intelligents, ils vont l'être encore davantage quand ils auront joué avec ce jeu. On vous souhaite une bonne fin d'année, chère Magali, et merci de nous écouter sur Sud Radio et à bientôt. Merci, vous aussi. Et si vous souhaitez vous aussi gagner des cadeaux, vous pouvez vous écouter Sud Radio en fait toute la journée. Chaque émission, il y a un cadeau à gagner à peu près toutes les heures ou toutes les 2 heures sur Sud Radio jusqu'à Noël. Alors n'hésitez pas à participer. Nous, on se retrouve demain. Très bonne journée et bonne émission avec Brigitte Lay.